Quand ton moral est bas, quand le jour te paraît sombre, quand le travail devient monotone, quand l'espoir n'y est pas, grimpe sur un vélo et roule sans penser à autre chose que le chemin que tu empruntes. Ce sont les mots d'un célèbre écrivain et médecin écossais du 19e siècle, nommé Arthur Conan Doyle. Ces mots, je les ai gardés profondément enfouis en moi tout au long de ce triste début d'année 2020. L'épidémie de Covid-19 était peut-être pour certains d'entre vous une idée lointaine. Elle est devenue une réalité. J'attendis patiemment qu'on me libère de cette prison à échelle mondiale. Alors qu'on nous a annoncé enfin qu'on pouvait sortir de chez nous mais sans quitter le territoire français, je dirais que les résultats sont bons sur le plan sanitaire. j'ai saisi l'opportunité. Même dans des temps aussi sombres, avec autant de restrictions, j'étais convaincu qu'avec un peu d'imagination et de bonne volonté, je pouvais réaliser l'impensable. Alors je me suis assis à mon bureau, j'ai pris une carte de notre beau pays et j'ai créé un itinéraire de haut en bas. C'était décidé. J'allais traverser la France de son extrême nord jusqu'à son extrême sud. Mais cette fois, pas à pied, mais à vélo. J'avais enfin l'opportunité de découvrir un des plus beaux pays du monde, le mien, la France. Et tout ça sur le dos d'un des moyens de transport préférés des Français, le vélo. Mais je souhaitais aller encore plus loin. Ce qui me manquait le plus dans le voyage, ce sont ces magnifiques rencontres. Et ceux et celles que je souhaitais rencontrer par-dessus tout, c'était vous. Vous, qui comme moi êtes des passionnés d'aventure et de liberté. Alors je vous ai partagé mon itinéraire et je vous ai demandé si vous souhaitiez vous aussi me rencontrer. Et à ma plus grande joie, vous étiez très, très nombreux à m'avoir répondu positivement. Alors ma chère tortue aventurière, bienvenue à toi dans ma nouvelle aventure la plus folle de cette année 2020. Dans ce nouveau film, je vais t'emmener à la découverte des plus belles richesses de la France. Que ce soit ses paysages, ses cultures, mais surtout ses habitants. Nous allons vivre cette aventure ensemble, à bord d'un moyen de transport qui m'était jusque-là encore inconnu, le vélo. Et c'est ensemble que nous allons rencontrer sur notre route les plus grands passionnés de leur région. Vous. Moi, c'est la Tortuga. Je suis réalisateur et aventurier. Mais avant ça, je travaillais enfermé dans un bureau, jusqu'au jour où j'ai décidé qu'il était temps de changer de vie. Je me suis acheté une caméra et je suis parti réaliser des films d'aventure autour du monde. Merde. Ouais, sans aucune expérience dans le domaine. J'ai vécu dans un monastère bouddhiste en Thaïlande et j'ai appris à méditer auprès des moines. Alors que j'avais campé que 2 fois dans ma vie, je suis parti traverser l'Islande à pied, en solitaire, et j'ai réalisé un film documentaire sur l'impact du réchauffement climatique sur ces glaciers. Et j'ai même traversé les Cévennes avec un âne. Alors que le seul animal de compagnie que j'ai eu, c'est une tortue d'eau douce. Alors si tu ne souhaites pas louper mes prochains films d'aventure, abonne-toi dès maintenant à ma chaîne YouTube en n'oubliant surtout pas de cliquer sur la petite cloche pour activer les notifications. Prêt pour l'aventure ? Caméra au point ? C'est parti ! Pour cette fois traverser la France du nord au sud. Ma première étape fut de créer mon itinéraire. Je souhaitais passer par le maximum de voies vertes et de pistes cyclables, alors j'ai pas cherché midi à 14h, et je me suis rendu sur le site de France Vélo Tourisme. Là, j'ai indiqué que je voulais débuter à Dunkerque et terminer à Montpellier. Il m'a alors automatiquement proposé plusieurs itinéraires, dont un empruntant des voies vertes à plus de 90%. Cette traversée de la France, j'allais la parcourir en un peu plus de 1 mois, parcourant près de 2000 km, avec 10 000 mètres de dénivelé et traversant 5 régions. Débutant de Dunkerque, dans les Hauts-de-France, je suivrai la côte nord en empruntant la voie verte de la France Vélo Maritime, qui est la partie française de l'Eurovélo 4. Arrivé à Caen, en Normandie, je bifurquerai plein sud en empruntant cette fois la Vélo Francette, ralliant la Manche à l'Atlantique. Arrivé à Laval, dans les Pays de la Loire, je poserai mon vélo pour faire un petit tour en Bretagne à l'ouest, puis passer visite à un vieil ami au Mans à l'est. Avant de reprendre ma route depuis Laval vers le sud-ouest, passant ainsi en Nouvelle-Aquitaine afin de rejoindre l'Atlantique à La Rochelle. J'emprunterai ensuite quelques kilomètres de la Vélodyssée, m'emmenant vers l'estuaire de la Gironde, que je descendrai en suivant le canal des 2 mers à vélo, reliant cette fois l'Atlantique à la Méditerranée. Je traverserai enfin ma 5e et dernière région, l'Occitanie, où je terminerai mon périple au bord de la Méditerranée, à Montpellier. Une fois mon itinéraire fixé, il me fallait trouver un bon vélo. Alors je me suis rendu au Between Village, à Lille, où ils ont accepté de me prêter un prototype,
c'est-à-dire un vélo qui était encore en phase de test. Salut Nathan, ça va? Et toi? Bien. Hello Et César? bienvenue à Bitoun Village. Bah merci. C'est parti pour récupérer le vélo. Le Riverside Touring 900. Et il est là. Un vélo conçu pour les très longues distances. Avec César, qui travaille chez Riverside, on part acheter l'équipement indispensable à mon périple. Putain, mais elles sont grandes. Pourquoi ils ont pas des... Puis, ne connaissant absolument rien au monde du cyclisme, il m'explique les bases de la mécanique et notamment comment changer une chambre à air lorsque celle-ci s'est perforée. Tu viens ouvrir ici, tac, tac, et tu l'ouvres. Voilà. Tu vas le décoller, tac. Tu le décolles tout du long. Là, ton pneu il est ouvert. Et donc, si ta chambre à air est crevée, tu viens l'enlever. En gros, t'ouvres, et là où il y a de la colle, tac, tu viens la mettre. Donc là, c'est bon. Et ensuite, tu viens le mettre donc dans tes mains. Ok. Dans la paume de tes mains, et en fait, tu vas venir faire comme ça. C'est tes deux paumes qui glisser là. Tac, t'appuies pendant une minute. Le lendemain matin, toujours sur l'île, je prépare le vélo tout en réfléchissant à son nom. Et ce vieux dessin animé qui a bercé mon enfance me revient à l'esprit. C'était décidé, j'allais le nommer Franklin. C'est donc avec Franklin, tout équipé de mes affaires, que je prends en route vers la gare, direction ma ligne de départ, Dunkerque. Bon, et bien là, je suis en train de quitter Dunkerque. Et comme on peut voir, le ciel se dégage doucement. Il fait frais, c'est agréable. Alors que je profite de mon premier pique-nique à côté des derniers vestiges de la Seconde Guerre mondiale, je décide de faire un tour sur les célèbres plages du Nord. Dans le Nord, ce que je préfère, la mer. Il y a des super paysages. Pour moi, je ne vais pas dire que ce sont les plus belles plages de France, mais en tout cas au niveau du sable, je trouve. On n'a pas des plages aussi grandes, pleines de sable fin. Ici, on a les grandes plages de sable qui ne s'arrêtent pas. Là, je suis sur la plage de Wimereux et je trouve qu'il y a vraiment un énorme charme à ces plages. Même quand il fait moche comme ça, il y a un charme à la plage et je trouve ça incroyable. Ah non, bah non. Je continue mon chemin plus au sud. C'est après être passé à Boulogne-sur-Mer que je découvre un étrange château. Le château d'Ardelot. Situé dans la commune de Condette, dans le Pas-de-Calais, le château actuel est un manoir achevé au milieu du 19e siècle, sur des fondations datant de 1222. J'en profite pour faire une pause dans ces jardins et profiter de ce cadre magique. Je me rappelle soudain qu'on se trouve encore dans le nord. Le temps se gâte et je n'ai nulle part où dormir. Merde. Voyant ma détresse sur mes réseaux sociaux, Louis, un abonné, me fait une proposition insolite.
donc là, je suis toujours donc dans la région Hauts-de-France, que je quitte bientôt. Je suis dans le département de la Saône et ce soir, je dors dans un lieu insolite chez Louis-Étienne, un abonné. Pourquoi un lieu insolite? Eh bien, tout simplement parce que ce soir, je vais dormir dans une hutte. Alors pas une hutte comme on la connaît, c'est une hutte de chasse ou d'observation. Yes. Hey. Ça va? Bah écoute, ouais, bah, il faut. Hein. Ah, putain, le petit café et le pain au chocolat aussi, c'est parfait. Après une bonne nuit, il faut toujours... Lui, un peu d'orgie, on aurait chaud. Donc en fait, là, on est vraiment dans une hutte vraiment typique. Là, c'est vraiment la hutte rudimentaire qu'on connaît et que nos anciens connaissent. Ok. Les huttes, on va dire, actuelles sont, on va dire, minimum 2 à 4 fois plus grandes, avec des vraies pièces, une vraie salle à manger. Ça, c'est ce qu'on appelle une salle de tir, logiquement. Donc Ok. parfois, t'as des huttes qui ont ça, mais en pièce annexe, avec à l'arrière une deuxième pièce où il y a... En fait, t'as la baraque et t'as la C'est hutte ça. en fait. Presque. En gros, parfois, c'est ça. Ok. Et certaines huttes où c'est vraiment de la vraie moquette, tu rentres au chausson, les mecs sont devant la télé. Et puis... Ah ouais, c'est plus une hutte quoi. Non, c'est vraiment une maison. Donc en fait, j'ai bien fait de dormir dans ce. Là, on va dire que c'est vraiment typique refuge. Ouais. Bon, bah trop bien. Et donc en fait, ça c'est ce qu'on appelle des bas-champs. Enfin, c'est pour ça que tout ce que tu as vu dans le secteur, là, il n'y a pas d'eau. Ok. Parce qu'on est en été, c'est comme ça, c'est asséché. Et là, dès les premières pluies, toutes les nappes vont se remonter et tous les fossés vont être inondés. Tout ça là. Ouais. Donc là, tout ce que tu vois là devant, Ouais. jusqu'en limite de clôture, ça va être rempli d'eau en fait. T'as 72 km² qui est la baie de Somme en fait. Ok. Donc il fait partie des 8 plus belles baies du monde, classées au monument historique de l'UNESCO, etc. Là tu verras des huttes avec de l'eau. Parce qu'en fait en baie de Somme, t'as, attends je sais plus, c'est 180 ou 230 huttes sur les 72 km². Dès que tu verras une marque, ce sera une hutte. Ok.
C'est en suivant donc le fameux chemin de fer du train à vapeur de la baie de Somme que je quitte enfin la région du Nord pour arriver en Normandie. La Normandie. Imaginez-vous rouler le long de ces côtes verdoyantes et escarpées au son des vagues et des mouettes. Vous promenez le soir sur le port de la ville de pêcheurs Fécamp et assistez au coucher du soleil depuis son phare. Ou encore traverser ces innombrables villages atypiques. Et me voilà à Veules-les-Roses, un des plus beaux villages de France. Et là, je prends mon petit déjeuner sur un ponton, avec cette magnifique vue sur les falaises derrière moi. Mais par-dessus tout, imaginez rouler au bord de longs kilomètres de falaises abruptes, le vent et les derniers rayons du soleil vous fouettant le visage. Bon, j'avais pas trop le droit de rouler au bord des falaises pour tout vous avouer. Alors j'ai sauté sur Franklin direction les falaises les plus connues de la côte normande, les falaises d'Étretat. Arrivé à Caen, je dis au revoir à la mer du Nord pour cette fois-ci emprunter la voie verte nommée la Vélo Francette. Direction plein sud, en suivant le fleuve de l'Orne. Sur la route, je décide de m'arrêter chez un maraîcher pour m'approvisionner en légumes. Je suis passé à côté d'un producteur local, donc je me suis dit pourquoi pas visiter, voir ce qui se passe, ce qui se fait. Moi je suis la 4e génération à faire ça, maraîchage. Et du coup vous produisez quoi ici ? Là tout ce qui est légumes, tout ce qui est possibilité en légumes. Des haricots, des pois, des courgettes, salades. Donc là, vous êtes seul à vous occuper de tous ces... Ah non. Okay, non. Ah non, on est 4, j'ai 2 apprentis en formation BP. Ok. Et puis j'ai mes parents qui me donnent un coup de main aussi, qui est pas négligeable. Oh bah ouais, ça m'étonne pas. Nicolas, Ouais. Nicolas m'a gentiment Nicolas donné... le maraîcher, voilà. Nicolas le maraîcher, ouais, c'est vrai qu'on n'a même pas de... Ouais. Nicolas le maraîcher bio. Qui m'a donné des petites tomates et des cocons, des petites provisions. La gentillesse du coin, des locaux. Et... Encore les gens bio. Voilà. D'accord. Voilà, c'est pas plus. C'est pas plus bio. C'est pas la même. On est lisse. Bon bah, c'est reparti pour la route. Puis je continue ma route en m'enfonçant doucement dans les terres, direction la Suisse normande. Je suis reçu à Fleuret, un petit village en Basse-Normandie, par Christophe. On en profite pour nettoyer Franklin, avant de partir visiter le plus haut sommet de la Suisse normande.
Donc là je me trouve sur le point culminant de la Suisse normande à 118 mètres d'altitude sur le mont Ouêtre. La roche d'Ouêtre. J'ai encore du mal à le prononcer. Donc ici les roches sont aussi vieilles que le massif des Alpes. La Normandie a tellement de choses à m'offrir que je décide de rester quelque temps dans les environs. La région étant connue pour ses fromages, j'en profite alors pour rendre visite à une ferme laitière, la ferme de la Noé. Et donc ici c'est que produits laitiers ? Ouais, essentiellement production laitière et puis avec transformation à la ferme d'une partie de la production. Donc on transforme en crème crue, en beurre, yaourt et crème dessert. Et juste derrière moi, en fait, ce sont les futures mamans vaches qui vont du coup donner de futurs veaux. Hello. Ouais, elles ont très très faim là. Je vais leur donner des granulés parce que sinon on va pas s'entendre. Donc là, je suis toujours en Suisse normande et je suis à la ferme de la Noé avec Manon derrière qui traite les vaches dans cette ferme pour faire tout ce qui est beurre, lait, etc. On est à Tank, Ok. dans un petit village de Normandie. Les vaches arrivent de chaque côté. On les branche au fur et à mesure. Certaines vaches ont des noms parce que par exemple Hirondelle, elle a participé à un concours parce que c'est une belle vache. Donc ça doit être des concours de... Pas de beauté, hein, c'est plus de... C'est ça? Ah, de beauté, des concours de beauté. Donc ça c'est Mirage, c'est ça? Mirage. Grosse bête, hein. Ça évolue pas les robes. Les vaches aiment bien lécher. Ah ok. Encore elles lèchent. J'étais surpris. Nous, on sait faire du calva et du cidre. Du fromage, du bon fromage. Mais voilà, on est des bons Normands et des bons vivants. Ouais. C'est ça la Normandie. C'est convivial. Et on est des bons vivants. C'est comme ça qu'on fait des bonnes choses. On est des gars du terroir, on est des gars des crus. Et on aime la vie, on aime les bonnes choses. Cheers. Ce sont donc sur ces sages paroles que je quittais la Normandie pour arriver dans les Pays de la Loire. Arrivé dans les Pays de la Loire, la voie verte de la Vélo Francette longe la magnifique rivière sauvage de la Mayenne. J'avais littéralement l'impression d'être hors du temps. Une fois la ville de Laval atteinte, je décide de rendre visite à un vieil ami au Mans, Arthur. Arthur, il est à la tête de 2 entreprises. L'une d'elles souhaite donner une seconde vie aux fruits et légumes moches, mais bon. On fait du jus et de la purée de fruits. Et en gros, on a monté une marque qui s'appelle Les Producteurs d'abord. Et on fait du jus et de la purée pour valoriser la matière première aux producteurs. Les pommes qui sont pas vendables parce qu'elles ont un défaut esthétique, mais elles ont la même qualité en termes de goût. Nous on les valorise en faisant du bon jus et de la bonne purée. Hop. Voilà, et là en gros elle a un défaut, donc ça on peut pas la vendre. Ça vient de quoi ça? Là celui-ci c'est un carpeau, donc c'est un papillon. Ok. D'accord. Donc là on peut pas la vendre, donc nous on va l'éplucher, on va enlever ça et puis on va en faire du jus ou de la purée. C'est bien. Ok. Voilà. Et là tu peux la manger. Hein. C'est quoi les spécificités des pommes de la Sarthe? Ou de la région? C'est excellente. C'est sucré. Arthur m'invite alors à faire un tour au sein de sa 2e entreprise, le local des producteurs. Bon écoute, bienvenue dans le local
des producteurs où on valorise toutes les richesses du département. N'oublie pas, on est en Sarthe, donc on valorise les richesses sartoises. Et du coup, en fait, il a sorti un magasin en mettant avec que des produits de la région et surtout valoriser le producteur en proposant un circuit court et l'artisan et essayer de le rémunérer mieux. Et je vais en goûter ce soir un peu ou pas? Ouais, ce soir tu vas en goûter. Ce soir on bouffe quoi? Et ce soir on mange quoi? Ce soir, je sais pas, tu veux manger quoi? Bah tiens, on va faire les courses. Allez. Allez. Un petit marron de chez mon frère. Ouais. Bonne petite bière blanche de Joli Cœur. Ce soir, il me fera goûter d'excellents produits sartois. Pâtes fraîches et poulet de la région. Évidemment accompagné d'une bonne bouteille de rouge. J'avoue que tu picoles pas mal. Ouais. Hein. Mais c'était du très très bon vin. Alors que je m'apprêtais à reprendre la route, je reçois une invitation pour faire un tour en Bretagne, dans la petite ville médiévale de Fougères. Ce sont Claudia et Clément, plus connus sous le nom de Clo et Clem, qui m'accueillent chez eux à bras ouverts. Et je suis avec les fameux Clo et Clem, juste derrière moi. Deux grands voyageurs aussi, je suis trop content de pouvoir les rencontrer, en vrai. Avant de me faire visiter Fougères, qui deviendra un de mes coups de cœur de cette traversée de la France. Fougères, qui est une ville médiévale et qui a le plus grand château médiéval d'Europe. Ouais. Tu veux savoir la Bretagne en général, les coups de cœur? Un peu, ouais, tout ce que tu Mais demain, on ira manger des galettes de saucisses au marché. Moi j'ai rien mangé de breton encore. Ah bah allez, t'as pas mangé de galettes de saucisses? Non. Bah t'es T'as pas obligé. mangé de galettes de saucisses? Ouais, on m'a emmené dans un restaurant italien. C'est le premier truc à faire, c'est les galettes de saucisses au marché. Salut. Bonne route. C'est reparti. Je reprends alors la route en longeant cette fois-ci le plus long fleuve de France, la Loire. Mais c'est pas possible! Gilles? Oui, bonjour. Ah, oui, c'est le fameux cycliste. Mathis, c'est ça. Vous allez bien? Bon, check coude. Ah oui, ça va. Voilà. Bah ma foi, génial. Mais avant de laisser derrière nous la région des Pays de la Loire pour passer en Nouvelle-Aquitaine, je fais un léger détour en Vendée, où je suis reçu par Gilles, qui est torréfacteur de café. Il me montre alors les coulisses de son métier très particulier. Moi, je suis maître artisan torréfacteur. J'ai créé ma boutique en 2003, donc il y a 17 ans maintenant. Et j'ai créé un atelier de torréfaction qui est à 100 mètres d'ici, où je peux avoir beaucoup plus de place pour torréfier les 40 variétés de café et stocker les 400 variétés de thé que j'ai en boutique. Donc aujourd'hui je suis en Vendée, à Fontenay-le-Comte, donc au sud-est de la Vendée. Et je suis avec Gilles, qui est torréfacteur de café. Et là, on est dans son atelier de torréfaction. Donc moi je reçois le café vert comme ça qui a été récolté sur l'arbre et dans le fruit qu'on appelle une cerise qui a été dépulpé et mis à sécher, et mon travail c'est de le faire cuire, donc de le torréfier pour lui donner tous ses arômes. Ok. Et donc le café, je vais le prendre, je vais le mettre dans la trémie qui est tout en haut, où il va être stocké le temps que le four chauffe, où le four va monter à 230 degrés. Le café va être brassé pendant un quart d'heure environ. Et tout au long de la cuisson, je vais sonder le café en prenant des prélèvements et où je vais regarder la colorimétrie du café. Où je vais voir si le café correspond bien à la colorimétrie et s'il est bien développé au niveau de la cuisson.
Et pour le refroidir, je vais faire tomber le café dans le refroidisseur où il va être brassé avec une aspiration d'air froid pendant 10 minutes. Merci. Colombie Excelso. Et du coup, c'est quoi C'est un café qui est plutôt doux, c'est un 100% Arabica qui est plutôt doux et très aromatique. Ok. Bon, je fais genre, j'ai déjà goûté ce matin, mais il est très bon. C'est riche de ces nouvelles rencontres et la tête remplie des magnifiques paysages ensoleillés des Pays de la Loire que j'arrive en Nouvelle-Aquitaine. Alors que j'avais quitté la Manche plus d'une semaine auparavant, j'arrivais enfin à bout des 600 km de pistes cyclables de la Vélo Française pour atteindre cette fois l'Atlantique à La Rochelle. Et me voilà arrivé à La Rochelle après 1000 km de parcouru à vélo. Après avoir longé la Manche au nord de la France, me voici sur la côte ouest. Enfin, j'atteins l'Atlantique, donc prochaine étape, la Méditerranée au sud. Me voilà dans le vieux port de La Rochelle. Il y a un petit peu de monde. Beaucoup de gens m'ont dit que le vieux port et la vieille ville était quelque chose de très joli ici, donc j'en profite un peu. J'empruntais alors une nouvelle voie verte qui longe la côte ouest, la Vélodyssée, en direction de l'estuaire de la Gironde. Je croise sur mon chemin les fameux carrelets, des cabanes mythiques de pêcheurs servant principalement à pêcher la bicotte et la crevette blanche. Carrelet parce qu'en fait, autrefois, les pêcheurs, souvent ils étaient commerçants, ils vivaient de leur pêche. En fait, ils mettaient le solde de leur carrelage de maison dans leur petit ponton. Et en fait, donc du coup, ils mettaient du carrelage. Donc en fait, c'est devenu le mot carrelet. Je fais aussi de drôles de rencontres dans le marais de Brouage. Des vaches écossaises qui sont habituées au terrain marécageux et donc peuvent facilement entretenir les lieux en les broutant à leur guise. Puis j'emprunterai un étrange moyen de transport. Bien, pour éviter de faire tout le tour de l'embouchure ou d'emprunter le gros pont là-bas, on peut emprunter cette espèce de truc là, transborder, pour éviter donc de passer par Rochefort. Une espèce de passerelle là qui flotte au-dessus, enfin qui flotte non, qui est suspendue au-dessus du fleuve. Vu qu'il n'y a pas 35 ponts, du coup c'est plus pratique. Original. Ma route sur le littoral sera encore une fois truffée de rencontres. Je suis à Arvers, en Charente-Maritime, et j'ai été très bien accueilli par Paul Hugo et sa famille, son papa Christian, c'est ça, et sa maman Maryse, voilà. Et ce matin, donc Christian, il a eu une très bonne idée de nous emmener visiter une distillerie de cognac et une fabrique de pinot, donc très typique de la région. Et ensuite, on va aller rendre visite au tonton de Paul Hugo, qui lui est ostréiculteur, donc ça veut dire qu'il élève les huîtres. Jonathan Guillon, donc vigneron installé depuis 2010 sur un vignoble familial ancien. Et donc avec l'équipe, on est en pleine vendange. On a commencé le 1er septembre et pendant plus d'un mois, on récolte chaque raisin quand il est bien mûr. Pour faire soit des vins, des pinots, des cognacs. Donc ce matin on a ramassé des cabernets francs qu'on a éraflés, mis dans une cuve pour faire du vin rouge. Là c'est de l'uni blanc pour faire du vin qui sera distillé pour le cognac. En 1 mois et demi on est vraiment dans toute la partie vinification, on suit les fermentations. Et arrivé mi-octobre, je pense que la plupart des vins seront terminés. Et puis ensuite on suivra bien sûr l'élevage du vin qui peut durer plusieurs mois, années ensuite. Et la distillation va commencer début novembre pour durer environ 2 mois.
taille ou pas? Ah bah parfait ça. Tu aimes toujours autant les huîtres? Ou ça commence un peu à te... Non, ça m'écoeure pas, mais j'en mange pas tant qu'on pourrait croire. Quoi. Ok. Voilà. Oh, il y a la technique quand même, hein. Moi je mets une demi-heure pour en ouvrir une. Cool. Ce qui est bête, c'est que j'ai pas pensé au vraiment. Non, non, c'est bon. Ah, celle-là elle était grosse, elle était bonne. Bon, on vide les huîtres dedans, on met la poche ici. En fait, ça marche comme ça. On met le casier de la poche ici. Ok. Et quand le poids qu'on a défini arrive au bout, tac, ça coupe. Voilà. Là, on faisait des poches à 5 kg la dernière fois. On met les huîtres là sur la table. Ouais. Quand le cajot est fini, on met le cajot là et avec le poids, jusqu'à la machine, on doit faire. Et après, ouais, qui sont emballés quoi. Voilà, ça ferme le cajot comme ça. Et on en fait quoi des perles? Ça n'a plus de valeur. Hein. Ça a plus de valeur ça? Ça n'a plus de valeur, hein. C'est juste en fait, si elle a un grain de sable ou quelque chose qui la gêne, elle va fabriquer de la nacre autour. D'accord. Et puis ça fait une petite perle, alors c'est une perle sans valeur puisque la nacre de ces huîtres-là n'est pas. D'accord. Il y en a qui ont beaucoup de valeur, ça dépend les huîtres, si c'est ça? c'est une huître perlière, voilà, il faut que ça soit une D'accord. huître perlière qui fait la nacre qui va bien pour faire. Ok. Bon bah merci pour tout Patrick. Et donc bientôt la retraite, c'est ça? Bientôt la retraite, c'est ça, oui. Voilà. Bah, pendant ces dernières années, c'est ça? Ouais, 2 ans peut-être. 2 ans, bah je te souhaite plein de courage, j'espère que bonne récolte. Eh ben, merci. Merci. Et bah merci encore, les huîtres étaient impeccables. De rien, merci. Allez, bye. Au revoir, bye. Merci. Arrivé à Royan, je quitte ma 3e voie verte pour emprunter ma 4e et dernière, le canal des deux mers, reliant l'Atlantique à la Méditerranée. Alors que je m'enfonce dans les terres, en longeant l'estuaire de la Gironde direction Bordeaux, j'assiste à un spectacle hors du commun. Les grottes troglodytes de Régulus, qui ont servi pendant des siècles d'habitat ou de refuge. Plus je m'approche de Bordeaux, plus ça monte et plus ça descend. Ça fait déjà presque 1 mois que je suis parti et je commence un peu à fatiguer. Franklin, lui, tient le coup, à part quelques soucis au niveau des pneus qui se dégonflent et d'une sacoche qui a lâché en cours de route. Malgré tout ça, la liberté que me procure le voyage seul à vélo continue de m'enivrer. Qu'est-ce que j'aime ça? Avancer vers l'inconnu, un coup de pédale après l'autre. Avec le strict nécessaire sur soi. Tous nos sens s'aiguisent. Tous nos soucis superficiels se volatilisent, emportés par la brise qui nous caresse le visage. Le seul objectif du moment, c'est de grimper en haut de cette colline, puis de la redescendre à fond la caisse. Les vignes apparaissent petit à petit. Je me dis que je ne peux pas passer dans la région bordelaise sans m'arrêter dans un vignoble. Par chance, Christian, directeur d'un récent château situé en Gironde, m'invite à y passer la nuit. Ah, c'est magnifique ici. Salut Christian, on va enchanter, hein? Ouais, on se serre la main, allez. Allez, ouais. Tant qu'on y est maintenant. La statue Castrolux. D'accord, ok. Ouais. Les demi-dieux. Ok. Donc c'est l'emblème de la boîte. Incroyable. Donc là je visite le vignoble, enfin le château où est fait le vin de Christian, donc à côté des Hauts-Selves, et ce qui tombe incroyablement bien, c'est alors moi je suis un grand fanat de vin rouge, et alors on ouvre les portes, waouh. Et en plus c'est du Grave ici, c'est la région des Graves, et c'est mon vin préféré. La barrique c'était uniquement un contenant, qui était un moyen de transport en fait. On s'est aperçu en fait que le vin, quand il arrivait, il était meilleur que quand il partait. Donc on s'est dit, il y a peut-être un truc à faire.
Donc en fait, le truc à faire, c'était de prendre ce tonneau-là et de le mettre en amont. Et en fait, en amont, du coup, on l'a boisé, on a amélioré le vin, en fait, uniquement, pratiquement par hasard. Là, on part dans les vignes. Ouais. Donc on va aller voir la machine à manger. Le compagnie entre froid et doux, il te Oui. C'était les grandes barriques, avec il y avait qu'un fond, et c'était ouvert en haut. Et c'était assez grand, on mettait ça sur les remorques, et mon père est porté la route, et il y avait une espèce de moulin, il vidait la route dans le moulin, et après on pressait les raisins. D'accord. Donc tu te racontes un peu. Il est sucré, hein? C'est sucré. On va trinquer enfin et on va goûter le délicieux vin du Haut-Selve. Let's go. Santé. C'est une fois passé la ville d'Agen, connue pour son pont-canal, que j'entre enfin dans la dernière région que j'ai à traverser, l'Occitanie. En gros, j'arrivais dans le sud, et normalement, qui dit sud, dit soleil. Et bah pas cette fois. Là franchement j'ai eu 2 jours exécrables, il fait froid. Il fait froid ce matin, j'ai dû faire sécher mes chaussures du coup avec mon petit réchaud. Je fais sécher mes chaussures avec les moulins du bord. J'avais l'impression d'un coup d'être tombé en hiver, mais un truc en une journée. Bam ! Là je suis entre Bordeaux et Agen, et ça fait 48 heures qu'il fait que pleuvoir. Il pleut sans s'arrêter. Et la température elle a vraiment baissé drastiquement. Là je suis en train de camper sous ma petite tente et c'est assez difficile. Heureusement que j'ai des vêtements chauds et une doudoune assez chaude. Je suis actuellement à Castelnaudary, non loin de Carcassonne, et je visite la poterie des frères Notte. Alors pourquoi une poterie ici? Tout simplement parce que Castelnaudary, c'est la ville où serait apparu le cassoulet. Et du coup, apparemment, là, ils font aussi la cassole, qui est le récipient pour manger le cassoulet. Donc là, je suis avec Robert et Jean-Pierre, juste derrière moi. Et je suis à la poterie Notte, la poterie des frères Notte. Donc Robert et Jean-Pierre font partie de la famille Notte. Et ici, ils sont connus en fait pour faire de la poterie, mais pas n'importe lesquelles. Ils font la cassole, donc le récipient qui garde le cassoulet. Et ils sont encore en train de faire de la poterie avec la façon artisanale, la façon traditionnelle. C'est-à-dire en faisant tourner les espèces de roues qu'on voit en dessous là, au pied. Alors, nous on est de la famille Notte. Mon oncle. Voilà, mon oncle et moi-même. On est dans le pays du cassoulet. Donc là, on est sur des cassoles en fabrication. On fabrique la cassole qui va recevoir le cassoulet. Hein. Okay. Puis après, il se fait tout un tas de choses. Hein. Des plats à gratin, des diables, des poteries de jardin. On travaille de la même façon qu'à l'époque, sur les anciens tours à pied qui ont été modifiés électriquement. Le four à bois qui continue à exister. Les fours à gaz qui ont pris le relais. Voilà, ça s'est un peu modernisé, mais sans plus quoi. La poterie est l'une des plus vieilles poteries de France. Donc c'est la dernière qui fonctionne comme il y a 200 ans avec son four à bois. On va chercher la terre devant la porte. On part de A à Z. D'accord. Voilà. Et c'est quoi la particularité des cassoles? Alors, la particularité, c'est qu'elle a cette forme tronconique. Pour une bonne raison, c'est qu'il y a une base de chauffe qui est étroite et une base de gratin qui est large. Si vous voulez, quand vous avez votre cassoulet, le bouillon, en étant au fond, va monter sur le côté et ne va pas sécher le cassoulet. D'accord. Voilà. C'était pendant les guerres de religion, ça, tout le monde a amené quelque chose de chez lui. Et né le cassoulet. Il y a des gens qui ont amené la saucisse, des autres du confit et des haricots. Et donc tout ça est arrivé et a fait le plat
ce que l'on appelle le cassoulet. Ça fait 50-50. 55 ans. Voilà, ouais. Et toujours aussi passionné? Et toujours aussi passionné, on ne peut pas s'en passer, vous voyez. D'accord. Pour le cassoulet, ouais. C'est que le père, c'est Castelnaudary, le fils, c'est Toulouse, et le Saint-Esprit, c'est Carcassonne. D'accord. Vous voyez, voilà, alors on est avec le père, là. Ok. Et à Castelnaudary, voilà, un plus. Ah, donc c'est vraiment le créateur, là, ici. Bon, allez, au revoir, bon courage. Au revoir. Bye. Je laissais donc derrière moi Toulouse et sa colline nommée Pêche David, où on peut observer les Pyrénées par temps clair. On dit d'ailleurs que les voirs de Toulouse annonceraient le mauvais temps. Les frères Notte et leur vieille poterie spécialisée dans la cassole, récipient du fameux cassoulet. Puis Carcassonne et sa fameuse cité médiévale, pour continuer à rouler droit devant moi, sur le canal des Deux Mers, direction la mer Méditerranée. Mais alors que je sens la mer toute proche, je tombe nez à nez avec un incroyable spectacle. Les étangs de Gruissant, où l'on peut y observer d'innombrables espèces d'oiseaux, dont les célèbres flamants roses. Mais le spectacle ne s'arrête pas là. Plus en contrebas, on peut également admirer les salins de Gruissant, qui se colorent d'une étrange couleur rosée, due à une algue halophile qui croît dans les milieux salés. Ok. Sur ma route, je croise d'autres cyclistes aventuriers. Okay, you want me to try to find a path on Maps.me? David, autrichien, et Carola, de Catalogne. Tous deux ont décidé comme moi de voyager plusieurs semaines sur leur compagnon à deux roues. Depuis l'Espagne, ils comptent traverser la France pour se diriger vers les pays limitrophes et terminer en Autriche. Avec eux, j'expérimente enfin la vraie aventure, en m'emmenant hors des sentiers battus. Ok. Pour l'occasion, je transforme Franklin en VTT. Oh shit. Oh f***. That's the thing. Okay, so I think tonight you'll have a shower, right? Oh, now you put your 2 feet under the water. Don't care. What? You don't care anymore. But it's always like that. On décide de camper quelque part, en plein milieu des bois, dans le parc naturel régional de la Narbonnaise. Et qui dit dormir en pleine nature, dit se faire bouffer par les moustiques. Et un de ces salauds s'en est même pris à mon pauvre œil gauche. Bon bah cette nuit je me suis fait piquer par un moustique à la paupière gauche. Et ça a enflé. Alors que je termine mes derniers kilomètres avec un seul œil, j'aperçois enfin la mer Méditerranée. Wouhouhou, the Mediterranean Sea! La Méditerranée! Putain, je l'ai fait. Hey, I've made it actually. Et me voilà enfin sur la mer Méditerranée, avec un seul œil à cause de la piqûre de moustique. Mais j'ai la plage de la Méditerranée, rien que pour moi. Inside the walls, you swore you'd never
C'est en longeant cette eau bleu turquoise, sous un magnifique soleil estival, en direction de ma ligne d'arrivée Montpellier, que je me remémore ces 1 mois et demi d'aventure avec Franklin. 2000 km parcourus, 5 régions traversées, un vélo, mais surtout des dizaines de formidables rencontres. Que ce soit vous qui m'avez chaleureusement accueilli, m'avez offert votre gîte, partagé votre repas, ou encore ces incroyables passionnés de leur région ou de leur métier qui m'ont dévoilé leur quotidien. Je vous serai éternellement reconnaissant de m'avoir offert de si grandes richesses. Je suis définitivement tombé amoureux de la France, de la diversité de ses paysages, de sa culture, de sa fameuse nourriture, de son bon vin. Mais par-dessus tout, je suis tombé amoureux des Français, de leur hospitalité, leur sourire, leur passion. Alors que j'aurais pensé les Français réticents à l'idée de m'accueillir ou de me rencontrer dans le contexte actuel, vous m'avez ouvert votre porte comme à un ami, voire même comme à un membre de votre famille. Vous aviez réussi à me faire oublier l'espace d'un instant les durs moments que l'on vivait. Et pour ça, du fond du cœur, je vous dis merci. Merci à toi d'avoir visionné mon nouveau film d'aventure. J'espère que tu as fait un agréable voyage. Si tu as aimé ce film, tu peux me remercier en effectuant un tip sur mon Tipeee. Je t'ai mis les liens dans la description. Pour le prix d'une pinte, tu feras en sorte que je puisse continuer à vivre de ma passion. N'oublie pas de t'abonner à ma chaîne YouTube et de cliquer sur la cloche pour activer les notifications et ne pas louper la sortie de mes prochains films d'aventure. Et si tu es déjà prêt pour débuter un nouveau voyage avec moi, tu peux cliquer sur un des autres films qui s'affichent à l'écran. A très vite pour une nouvelle aventure.